Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Didier Cornuel, Marché du logement et aide publique, 2017. Christophe Guibert et Benjamin Tonnet dire Tourisme et sciences sociales, posture de recherche, ancrage disciplinaire et épistémologique, 2017. Sandrine Guémard et Théodore Tiplicea dire Sécurité routière, état des lieux et initiatives dans le monde, 2017. Dorine Acoste, une école de management à l'épreuve des cours d'art, 2017. Nicolas Bourgoin, Surveiller et punir. L'ère de la pénalité prédictive, 2017. Florence Douguet et Thierry Fillaut, Grossesse et alcool. Représentation et appropriation d'une priorité de santé, 2017. Claude Giraud, L'ordre social, 2017. Corinne Covez, Le cirque, une école du vivre. Pratique artistique, une éducation de la relation à soi, aux autres et au monde, 2017. Delphine Rivier, L'analyse de pratiques professionnelles en institut de formation en soins infirmiers, expression de la singularité des cadres de santé formateurs, 2017. Suzy Goutte, Les gangs de jeunes italo-américains, 2017. Aurélie Damam, Elena Hirata, Pascal Molinier, Le travail entre public, privé et intime. Comparaison et enjeux internationaux du Caire, 2017. Maxence Lamoureux, Les cinéastes animaliers. Enquête dans les coulisses du film animalier en France, 2017. Nicolas Combalbert et Sophie Roté dire Vieillissement, vulnérabilité et animation sociale, 2017. Julien Gargani, Carnet de voyage à Chandigarh. Ethnologie d'une recherche scientifique en Inde, 2017. Thomas Seguin, Politique de la vie, la nature au prisme du social, 2017. Juan Carlos Murrugarra, La passion du soccer. Transmetteur de cohésion socio-affective, 2017. Patricia Drahi, Enseigner la Shoah et les questions socialement vives, risques et défis, 2017. Christiana Constantopoulou, Récit de la crise. Mythes et réalités de la société contemporaine, 2017. Isaac Nizigama, Introduction à la sociologie de la religion de Peter L. Berger, 2017. Du même auteur. Un logement pour les sans-abri, édition du Basson, Col. Tandem, essai, sociologie. Introduction. Bien que la journée soit ensoleillée, les fenêtres du studio de Benoît sont occultées par d'épaisses couvertures. Après plusieurs années d'aller-retour entre la rue et des structures d'hébergement variées, Benoît éprouve des difficultés à s'approprier le logement dans lequel il vient d'emménager. Dans la seule pièce qu'il occupe, Benoît a entassé son matelas à même le sol ainsi que quelques meubles épars aux fonctions multiples. Les couvertures empêchent la lumière d'entrer, mais lui permettent surtout de se préserver du regard des passants. Situé au rez-de-chaussée, son logement lui semble trop exposé. Or, la nouvelle de son emménagement s'est rapidement répandue parmi ses anciens compagnons de rue, et il doit faire face à de plus en plus de demandes d'hébergement. Quelques mois suite à notre première rencontre, Benoît a quitté son logement. Il est alors hébergé en maison d'accueil. Là encore, cette solution ne dure que quelques mois, Benoît ne parvenant pas à se plier aux règles de l'institution. Lors de notre troisième rencontre, Benoît est logé chez un membre de sa famille dont il espère récupérer à terme le logement. Aux dernières nouvelles, plus de 4 ans après ce premier entretien, Benoît est de retour dans les abris de nuit de la ville. Un tel parcours n'a rien d'inhabituel pour une personne sans abri chez qui la stabilité résidentielle n'est souvent qu'une chimère. Si l'arrivée en rue comporte son lot de traumatismes,
il est parfois plus malaisé d'appréhender combien le retour en logement peut s'avérer anxiogène pour des personnes n'ayant que rarement expérimenté le sentiment de chez soi. Pour faire face à ces difficultés, de nouveaux projets ont progressivement fait leur apparition dans le secteur de la lutte contre le sans-abrisme et l'exclusion du logement, les dispositifs d'accompagnement social en logement. Le logement y est considéré comme la porte d'entrée vers une réinsertion à long terme. L'accompagnement social a pour objectif de faire en sorte que les personnes nouvellement logées bénéficient d'un suivi spécifique de la part d'un travailleur social qui lui apporte un soutien dans les différents domaines de sa vie. Cet ouvrage est consacré à l'analyse de ces dispositifs, mais interroge plus largement les mouvements à l'œuvre dans la prise en charge des personnes sans abri au cours des 3 décennies écoulées en Belgique francophone. L'intérêt de ces dispositifs tient en leur singularité par rapport aux structures et mesures qui animaient jusqu'ici le secteur de la lutte contre le sans-abrisme et l'exclusion du logement. À côté des abris de nuit, accueil de jour et autres services ambulatoires qui ont émergé tout au long des années 90, ces dispositifs d'accompagnement sont porteurs de valeurs et normes encore peu ancrées dans ce secteur telles que la responsabilité individuelle et la participation des bénéficiaires à leur insertion par la mise en place de projets ou la signature de contrats. Ces mouvements ne sont bien évidemment pas une totale nouveauté et ont d'ores et déjà trouvé à s'implanter dans de nombreux secteurs de l'action sociale, notamment au niveau des demandeurs d'emploi. Cependant, ces dispositifs d'accompagnement social en logement sont bien des indicateurs de changement au sein de ce secteur spécifique de la lutte contre le sans-abrisme et l'exclusion du logement jusque-là habitué à une aide inconditionnée et inconditionnelle, centrée sur la satisfaction des besoins primaires. C'est ce mouvement présumé et ses effets et impacts qui retiendront notre attention tout au long de ces pages. Faut-il voir dans ces projets pilotes l'amorce d'un changement plus large de paradigme ? En quoi ces innovations reconfigurent-elles les autres dispositifs de prise en charge ? Comment les normes de l'autonomie et de l'insertion sont-elles appropriées dans les discours et les pratiques des professionnels en charge de l'accompagnement ? Quelles en sont les implications pour les bénéficiaires supposés ? Autant d'interrogations qui guideront notre démarche. Cadre théorique et mythologique. L'étude de ces dispositifs s'est faite au départ de 2 grands centres urbains belges, Charleroi principalement et Liège. La délimitation de ce territoire de recherche s'explique par le fait que ces 2 villes sont, en région wallonne, celles qui concentrent le nombre le plus important de personnes sans abri et de structures de prise en charge de cette population. Les constats portés dans cet ouvrage concernent donc principalement le territoire de la région wallonne, même si l'analyse du secteur implique quelques incursions en région bruxelloise, notamment pour la valeur comparative des trajectoires prises par le secteur et les politiques publiques qui l'entourent dans ces 2 régions de Belgique. Pour instruire ces questions, le cadre méthodologique est construit autour de techniques qualitatives, que sont les entretiens semi-directifs et l'observation directe. La volonté ici poursuivie est d'inscrire cette recherche dans le cadre d'une démarche collaborative, Lefrançois, 1997, faisant des répondants, à la fois bénéficiaires et professionnels engagés dans ces dispositifs d'accompagnement, des partenaires à part entière du protocole de recherche. Ces 2 groupes de répondants ont été suivis pendant plus de 3 ans. 33 bénéficiaires ont été rencontrés à 6 reprises, à intervalles de 3 à 6 mois, tandis que 27 professionnels l'ont été à 3 reprises en moyenne. De nombreux extraits d'entretiens émaillent cet ouvrage, non pas pour leur valeur illustrative, mais bien comme des éléments indispensables d'analyse. L'analyse cognitive des politiques publiques constitue la première porte d'entrée. Cependant, si une analyse au niveau macro est nécessaire, il paraît essentiel de multiplier les échelles d'observation. Ce cadre théorique se complète donc par plusieurs concepts fondateurs de l'interactionnisme symbolique, Le Breton 2004, tels que le stigmate, Goffman 1975, ou encore la carrière, Baker 1985, concepts mobilisés principalement dans le cadre des 2e et 3e parties. Au-delà de ces concepts majeurs, le choix de l'approche interactionniste vise à conférer aux acteurs de terrain une place centrale dans la collecte et l'interprétation des données, mais aussi et surtout dans la production des phénomènes étudiés. Nous n'envisageons pas les politiques publiques ou paradigmes institutionnels comme des modèles normatifs hétéronomes venant s'imposer aux acteurs, mais bien comme un ensemble de ressources.
idéologiques, faisant l'objet de stratégies d'adaptation et de remise en cause continuelle dans un mouvement réciproque entre structures cognitives et institutionnelles, acteurs individuels et collectifs, influences diverses qui ont encouragé la mise en place de ce cadre théorique à double entrée permettant à la fois d'appréhender les évolutions au niveau macro, mais aussi et surtout les interactions entre acteurs qui concourent à ces évolutions ou les contrecarrent. Une analyse en 3 volets. Cet ouvrage comprend 3 parties présentées de manière distincte pour en faciliter la lecture, mais qui se veulent intrinsèquement liées. Une première partie situe la naissance du secteur de la lutte contre le sans-abrisme et l'exclusion du logement, dans une perspective historique à la fois au niveau institutionnel et législatif. La seconde partie évoque spécifiquement les dispositifs d'accompagnement social en logement en y abordant successivement la définition de ces dispositifs par les acteurs, la catégorisation du public qui en découle et enfin, l'usage du contrat par les professionnels de l'accompagnement social en logement. Enfin, la troisième et dernière partie du présent ouvrage vise à montrer le parcours initiatique des bénéficiaires au sein de ces dispositifs à l'aube du concept de la carrière. Cette troisième partie interroge le prix de l'insertion, à payer pour ces bénéficiaires qui souhaitent retrouver une place au sein de la société. Mise en perspective. Constitution et développement contemporain du secteur de la lutte contre le sans-abrisme et l'exclusion du logement. L'émergence du phénomène de l'errance comme question sociale et les évolutions intervenues au cours des dernières décennies dans le secteur sont analysées dans la première partie de cet ouvrage. Une telle mise en perspective a pour objectif de repérer les enjeux fondateurs et actuels dans le débat qui entoure la prise en charge des personnes dépourvues de logement. La figure du sans-abri n'est en rien une particularité des sociétés contemporaines. Si c'est toujours la marginalité qui l'a singularisé, le traitement qui lui a été réservé au cours des siècles n'a cessé d'osciller entre charité et répression. Germec 1997, avec une implication relativement récente des pouvoirs publics, Castel 1999. Ce détour historique est l'occasion de mettre à jour les modifications intervenues au niveau des structures d'hébergement et de prise en charge tout au long du XXe siècle. Ces évolutions institutionnelles sont marquantes pour appréhender la perception du phénomène par la société. Le fait de favoriser l'une ou l'autre institution démontre la place que la société entend accorder à cette population dans la collectivité. De même, le traitement médiatique de la question et sa place au sein du débat public montrent comment une question sociale peut ou non s'asseoir comme un sujet digne de préoccupation dans l'opinion publique. Enfin, le cadre juridique est une composante essentielle pour mettre à jour les évolutions du traitement de cette question par l'autorité publique. En effet, les lois et décrets ont une fonction expressive permettant de repérer les valeurs et normes qui régissent une société donnée. Ils sont porteurs d'une certaine vision du monde. Étudier les évolutions en cours dans ce secteur n'est pas chose aisée. Tout d'abord, l'absence de politique concertée en matière de lutte contre le sans-abrisme et l'exclusion du logement implique de multiples niveaux de pouvoir, rendant plus complexe la détermination de tendances générales et unanimes. De même, les dispositifs d'accompagnement social en logement se situent au sein d'un secteur informel. Si nous démontrons l'existence d'une identité professionnelle, l'idée d'un nouveau métier à inventer parmi les professionnels et les bénéficiaires concernés, ces dispositifs évoluent dans une absence de cadre juridique ou plutôt dans un foisonnement de cadres épars, parcellaires, au détour d'un article ou l'autre dans les décrets régissant les institutions mettant en place ces dispositifs. Comprendre ce cadre juridique appelle la prise en compte d'acteurs et de courants de pensée multiples, complexifiant d'autant plus l'analyse. Les dispositifs d'accompagnement social en logement, nouvel acteur de la lutte contre le sans-abrisme et l'exclusion du logement. Toute la seconde partie de cet ouvrage se concentre sur les dispositifs d'accompagnement social en action. Ces dispositifs sont en effet particulièrement novateurs pour le secteur, d'une part par leur inscription dans une perspective à long terme et le rejet du traitement en urgence qu'ils impliquent, et d'autre part par leur adoption, au moins en apparence, de valeurs et normes peu ancrées dans le secteur comme l'usage du contrat et la volonté d'autonomiser les personnes, en lieu et place de leur offrir la satisfaction inconditionnelle de leurs besoins primaires. Cette partie débute par la définition de tels dispositifs.
Notion en construction, elle fait encore l'objet de débats parmi les acteurs aboutissant à des conceptions partagées, débattues ou rejetées, Morissette, 2011, au sein du corps des professionnels, mais aussi du point de vue des bénéficiaires. C'est la perspective des acteurs eux-mêmes qui construit le raisonnement ici présenté, afin de comprendre les luttes dans lesquelles ces professionnels sont engagés pour faire valoir leur expertise et leur légitimité face à leurs collègues du secteur, mais plus largement, face aux différents interactants avec lesquels ils sont amenés à négocier. Ces conflits ne concernent pas uniquement les professionnels, mais impliquent profondément les bénéficiaires, dont le mécanisme de construction identitaire se trouve également influencé par ces tentatives de définition et de reconnaissance. Enfin, toujours dans un souci de mettre en dialogue discours et pratique, nous montrerons qu'au-delà d'un discours consensuel apparent, la mise en œuvre de ces conceptions théoriques révèle d'importantes disparités sur le terrain. Un second chapitre interroge les filières d'accès aux dispositifs d'accompagnement social en logement. En effet, le sans-abrisme, figure emblématique de l'exclusion sociale, s'est peu à peu mué en un objet d'étude complexe tant pour les chercheurs que pour les opérateurs de terrain. Les uns et les autres, dans un mouvement de double réflexivité des savoirs d'expertise et des savoirs d'expérience, en viennent ainsi à construire des catégories d'analyse et d'intervention opératoire. Si le sens commun résume le sans-abrisme à une occupation inopportune de l'espace public, la prise en compte de la complexité de ce phénomène conduit à appréhender le sans-abrisme et l'exclusion du logement comme un processus et non plus un état, perspective dynamique faite de modifications identitaires et de gestion relationnelle renouvelée, Bresson 1997, Damon 2002, Tellon 2006. Comment les dispositifs d'accompagnement social en logement rencontrent-ils cette nouvelle aspiration d'individualisation ? Quels sont les effets et impacts de ce nouveau précepte dans la régulation de l'accès à ces dispositifs ? Cette seconde partie se conclut par un dernier chapitre relatif à l'usage du contrat, dans le cadre de l'accompagnement social en logement. Longtemps, le secteur de la lutte contre le sans-abrisme et l'exclusion du logement a semblé échapper à ces logiques de réciprocité comprises dans le contrat. Bien que cette logique connaisse sa première application pour les jeunes allocataires du Minimex dès 1993, il faut attendre 2004 pour que l'on en perçoive les premières traces dans le secteur de la lutte contre le sans-abrisme et l'exclusion du logement, par l'introduction du projet d'accompagnement individualisé au sein des maisons d'accueil. Les dispositifs d'accompagnement en logement constituent, pour leur part, une exception dans le secteur par l'engagement enthousiaste des professionnels pour cet outil, fruit de leur propre initiative. Au départ absent des questionnements qui ont guidé la mise en place de cette recherche, l'intérêt des professionnels pour le contrat en a fait un des axes d'analyse principaux de cet ouvrage. Le contrat est-il un outil à même de renouveler durablement la dynamique relationnelle qui unit professionnels et bénéficiaires ? Le contrat est-il le levier qui permettra la participation des bénéficiaires dans un processus d'insertion ? Nous verrons que la réponse à ces questions s'inscrit dans un jeu complexe entre acteurs, où les stratégies relationnelles et identitaires de chacun des protagonistes nécessitent des ajustements continus et réciproques. Se réinsérer, à quel prix ? Par quel processus ? La troisième et dernière partie de cet ouvrage aborde les effets et impacts de ces dispositifs dans les tentatives de réinsertion des personnes sans abri et exclues du logement. De tels dispositifs ne sont pas sans effet sur la manière dont les bénéficiaires impliqués se perçoivent et perçoivent l'environnement qui les entoure. En mobilisant le concept de carrière morale, cette troisième partie ambitionne de montrer que si l'exclusion est à percevoir dans une vision dynamique, processuelle, il en est de même pour son pendant qu'est l'insertion. Si l'insertion est présentée en tant que nouvel idéal, quelles en sont les répercussions pour les bénéficiaires qui ne peuvent s'y conformer ou pour les professionnels en charge d'accompagner cette transformation de soi, mais aussi du rapport aux autres ? L'enchevêtrement de ces différents fils, théoriques, historiques, médiatiques, juridiques, des discours et pratiques en interaction des professionnels et des bénéficiaires constitue la trame de cet ouvrage. Portant sur la catégorie archétypique de l'altérité sociale, de la désaffiliation et de l'exclusion que représentent les personnes sans abri et exclues du logement, et sur l'action publique dont elles sont les objets et tentent d'être les sujets,
cette enquête sociologique est aussi quête du sens de l'action sociale et du vivre ensemble dans une société qui érige l'autonomie de chacun comme prescription normative. Face à cet impératif, qu'en est-il du devenir de la personne accompagnée ? Première partie, la fondation d'un secteur de lutte contre le sans-abrisme et l'exclusion du logement, mise en contexte. Bien que la figure du sans-abri connaisse un regain d'intérêt tant au niveau politique que médiatique dès la fin du XXe siècle, Damon 2002, cette apparente modernité est contestée par la présence continue de l'errant dans toute collectivité humaine depuis leurs origines. L'historicité de cette question et de son traitement est particulièrement éclairante pour déceler les enjeux sociétaux qui gouvernent une époque et un territoire donné. Entre tentative de relégation et volonté d'offrir à cet autre une place dans la société, entre approche essentiellement caritative et prise en charge par l'autorité publique, l'errant et son contemporain, le sans-abri, ne laissent personne indifférent. Alors qu'au Moyen Âge, l'errant est d'abord objet de charité et occupe une véritable fonction sociale permettant aux mieux nantis de s'acquitter de leur aumône et ainsi s'assurer une place auprès du Christ, il devient objet de suspicion et donc, de répression au fur et à mesure que le travail devient une norme intégratrice et l'attachement au territoire, un fondement de l'identité. La consécration ultime de cette approche répressive s'illustre dans l'apparition des workhouse un peu partout en Europe, à l'entrée de la révolution industrielle. Toutefois, plus qu'un passage d'une forme de traitement à une autre, la gestion de l'errance oscillera continuellement entre ces deux pôles, avec le point commun de considérer l'errant comme l'une des formes les plus extrêmes de la marginalité à traiter. Analyser l'histoire de l'errance met à jour des questionnements qui ont traversé toutes les époques. Ainsi, la volonté de distinguer ceux qui mériteraient l'aide de la collectivité de ceux qui ne seraient que des profiteurs de cette bienfaisance voit le jour dès l'implication de l'autorité publique et demeure aujourd'hui vivace dans les débats qui entourent le secteur. De même, le sort réservé aux non-résidents du territoire, de nos jours parfaitement symbolisé par les migrants, est une préoccupation ô combien d'actualité. De nombreux auteurs, Germec 1978, Castel 1995, ayant déjà approfondi cette question de manière extrêmement détaillée, il s'agit ici de l'appréhender en se limitant aux évolutions contemporaines qui ont influencé la prise en charge des personnes sans abri et exclues du logement en Belgique francophone au cours des 30 dernières années. Alors que le XXe siècle touche à sa fin, le sans-abri en tant qu'objet de l'action publique refait une entrée fracassante dans notre quotidien, notamment suite à la dépénalisation du vagabondage et de la mendicité intervenue en 1993. Cette dépénalisation est un acte fondateur dans la création d'un secteur à part entière de la lutte contre le sans-abrisme et l'exclusion du logement. Sont ici envisagés les mouvements intervenus depuis cette dépénalisation au départ de 3 axes, distincts, mais complémentaires. Dans un premier temps, ce sont les différentes législations qui ont progressivement encadré et défini le secteur tel qu'il s'est construit aujourd'hui qui guideront cette réflexion. Au vu de la complexité du modèle institutionnel belge et des différentes réformes de l'État qui se sont succédées, cette analyse porte à la fois sur des textes émanant de l'autorité fédérale et sur des décrets votés au niveau régional. En effet, bien que la 3e réforme de l'État ait transféré la compétence liée à la prise en charge des personnes sans abri aux régions, l'État fédéral, mais aussi les collectivités locales demeurent des acteurs essentiels dans le déploiement d'une politique publique visant à gérer la question du sans-abrisme et de l'exclusion du logement. Ces législations, outre les nouvelles contraintes et normes qu'elles imposent au secteur, sont fondamentales de par leur fonction expressive, permettant de mieux cerner les enjeux qui entourent la gestion de cette population aux contours encore mal définis. Au-delà du cadre légal, ce secteur s'est surtout constitué par la création ou l'expansion de structures, institutions spécialement dédicacées à ces populations. En effet, c'est peu à peu une multitude d'acteurs institutionnels qui gravitent dans ce secteur, au point que certains dispositifs auront bientôt pour seule mission de gérer et coordonner ces différentes initiatives éparses. Les évolutions institutionnelles constituent le second point d'attention dans la compréhension contemporaine du phénomène de l'errance. Enfin, la couverture médiatique de cette question est également abordée. Reflet de l'opinion publique,
L'intérêt ou désintérêt des médias pour une thématique n'est pas anodin dans le traitement d'une problématique par l'autorité publique. Or, le sans-abri est désormais devenu un sujet d'actualité à part entière. 1. Dépénaliser le vagabondage et la mendicité, acte fondateur pour le secteur de la lutte contre le sans-abrisme et l'exclusion du logement. Du statut de délinquant à punir, au statut de défavorisé à intégrer. Si le traitement public de l'errance s'est construit autour d'une oscillation permanente entre charité et oppression, les législateurs qui prennent cette question en charge à la fin du XIXe siècle opèrent un choix relativement clair par la loi de 1891 pénalisant le vagabondage et la mendicité, acte déterminé de criminalisation de ces deux comportements. Cette pénalisation s'inscrit dans le mouvement ayant permis l'apparition des dépôts de mendicité dans plusieurs villes belges et européennes. En 1993, le Parlement fédéral belge est donc saisi de l'examen du programme d'urgence pour une société plus solidaire, porté par la ministre de l'Action sociale de l'époque. Entre autres mesures, cette loi-programme abroge la loi de 1891, jugée de l'avis de tous comme un anachronisme. L'acceptation unanime par les parlementaires de cette dépénalisation correspond à une avancée dans la prise en compte de la personne sans abri, en tant qu'individu à part entière de la société. Pourtant, la lecture des travaux parlementaires qui accompagnent cette dépénalisation fait apparaître un accord en creux, Rulac 2008. Certains parlementaires interviennent pour saluer l'initiative de la ministre, mais au-delà de quelques remarques, le débat est quasi inexistant quant aux conséquences et effets éventuels de cette abrogation. Or, si la dépénalisation du vagabondage n'est plus jamais remise en cause, la décriminalisation de la mendicité sera très rapidement discutée, notamment à l'échelon local, une telle pratique étant perçue comme génératrice de nuisances dans l'espace public. La dernière décennie du XXe siècle connaît ainsi son lot des arrêtés anti-mendicité. De nos jours, ce débat reste entier et la régulation de la mendicité demeure une question épineuse pour les édiles communaux. Le vote de cette loi s'assimile à un changement de perception de la personne sans abri, la faisant passer du statut de délinquant à punir, à celui de défavorisé à intégrer, comme précisé lors des travaux parlementaires. Cette compétence passe d'ailleurs du département de la justice à celui de l'action sociale. La fermeture des dépôts de mendicité, au nombre de 3 sur le territoire belge au moment de la dépénalisation, représente d'ailleurs une économie substantielle pour ce premier département. Cette loi est présentée comme une position de principe. Le niveau d'une civilisation d'une société se reconnaît aux droits que la société octroie aux plus démunis. Intégrer les personnes sans abri à la société devient la condition d'une cohésion sociale plus générale et bénéfique pour l'ensemble de la collectivité. Pour autant, les moyens dévolus à cette intégration restent absents du débat. Tant l'exposé de présentation de la ministre que les quelques échanges qui lui succèdent établissent une relation claire entre sans-abrisme et absence de logement. La spéculation immobilière qui, à l'époque, touche de plein fouet Bruxelles, soumise aux conséquences de l'européanisation en cours, est considérée comme la cause principale du sans-abrisme, dont on évoque d'ailleurs une forte augmentation sans pour autant qu'aucune donnée chiffrée ne soit avancée. Comme la cause du sans-abrisme est à rechercher au niveau du marché immobilier, les quelques mesures envisagées par le législateur ne concernent que ce niveau. La possibilité pour les bourgmestres de réquisitionner les bâtiments vides sur leur territoire, mesure dont l'ineffectivité n'est plus à interroger, Bernard, 2011, est la seule mesure prévue par ce texte. Certains parlementaires s'inquiètent toutefois des effets de la fermeture des dépôts de mendicité. En effet, si les centres d'accueil, qui ne portent pas encore le nom de maisons d'accueil, sont cités comme la solution à mettre en place pour l'hébergement de cette population, rien n'est évoqué quant à une hausse éventuelle de leur subventionnement face à une augmentation de la demande. Ces centres d'accueil ne sont d'ailleurs aucunement associés au débat en cours. L'accompagnement social de ces personnes ne semble pas, aux yeux du législateur, une nécessité. Une résorption naturelle du phénomène est attendue. La personne sans abri a acquis le droit de dormir en rue, mais on s'apercevra bientôt qu'elle a aussi gagné le droit d'y mourir. Notons que si ce texte permet de dépénaliser le vagabondage et la mendicité, cette mesure n'est pas la seule. En effet,
ce programme d'urgence pour une société plus solidaire a une visée bien plus large et cherche à apporter des réformes fondamentales dans la prise en charge des plus démunis. Ainsi, les jeunes bénéficiaires du Minimex, qui deviendra en 2002 le revenu d'insertion sociale, RI, sont désormais contraints de signer des projets individualisés d'insertion et des contrats d'intégration sociale. Cette mesure résonne comme l'une des premières formes de contractualisation de l'action sociale, premiers indicateurs d'une évolution en cours. Le sans-abri comme objet médiatique. Au moment de son vote par le Parlement fédéral, ce programme d'urgence pour une société plus solidaire intervient dans une relative indifférence médiatique. Pourtant, à peine quelques années plus tard, ce sont bien les conséquences de cette dépénalisation et surtout l'absence totale de prise en charge de ces défavorisés à intégrer, qui donnent lieu à un véritable emballement médiatique. Alors qu'à la fin des années 80, le sans-abri reste une figure relativement absente dans les médias, on remarque un intérêt grandissant pour ce phénomène en entrant dans la dernière décennie du XXe siècle. Ce mouvement ne concerne pas uniquement la Belgique. Au niveau international, plusieurs événements tentent déjà de faire la lumière sur cette question, notamment par l'organisation de l'Année internationale des sans-abri en 1987 ainsi que par l'initiative européenne débouchant sur la création de la FEANTSA, Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les personnes sans-abri, en 1989. Bien que cet intérêt médiatique soit et demeure saisonnier à l'image d'autres marronniers, Rulac 2008, les années 90 sont marquées par un engouement inhabituel. Si l'augmentation du nombre de personnes sans abri telle qu'évoquée par le législateur en 1993 ne repose pas sur des données statistiques avérées, il est certain que ce phénomène jouit alors d'une plus grande visibilité. C'est aussi à cette époque que l'acronyme SDF apparaît dans le langage médiatique. Sans-abri et SDF seront par la suite utilisés en tant que synonymes, tandis que les mots clochard ou vagabond disparaissent des articles car perçus comme non politiquement corrects. Cet intérêt soudain s'explique par plusieurs événements concomitants. Les articles de la première moitié des années 90 se concentrent sur une troupe de jeunes scouts qui, pendant plusieurs hivers, descendent dans les gares bruxelloises afin de distribuer couverture et nourriture aux personnes sans abri qui ont fait de ces stations l'un de leurs principaux points de chute. L'opération baptisée Opération Thermos provoque une campagne médiatique sans précédent. La dépénalisation et l'absence de mesures pour accompagner la fermeture des dépôts de mendicité ont rendu d'autant plus visible ce phénomène. Le contexte est tel que le mouvement des jeunes scouts ne passe pas inaperçu et suscite des réactions vives dans l'opinion. Le sans-abri devient peu à peu une catégorie de l'action publique, Damon. 2002. La revendication principale de la troupe de scouts et d'un groupe de citoyens, rassemblés au sein de l'ASBL Pierre d'Angle, groupement qui reste très peu mentionné par la presse, les scouts apparaissant comme des personnages médiatiques plus porteurs et l'ouverture d'un abri de nuit. Ce vocable n'est pas encore usité, mais il s'agit d'offrir aux personnes sans abri un lieu où elles puissent se poser pour la nuit. Cette revendication débouche sur l'ouverture d'un premier lieu d'hébergement, Pierre d'Angle, mais qui périclite rapidement. Toutefois, le débat quant à l'opportunité d'organiser ce genre de structure refait surface quelques années plus tard. Face à la pression médiatique, Pierre d'Angle rouvre ses portes en 1991. Une structure similaire voit le jour à Liège, autre ville dans laquelle une opération Thermos a vu le jour. Pendant plus d'une décennie, l'hébergement demeure la clé de lecture de ce phénomène par les médias. Alors que le législateur établissait un lien clair de cause à effet entre manquements sur le marché immobilier et apparition du sans-abrisme, la question du logement est complètement absente du débat médiatique. Il ne s'agit pas de loger ces populations, mais bien de les héberger. De manière générale se met en place au sein du champ médiatique un traitement similaire à celui employé pour évoquer les questions humanitaires, autrefois réservé aux pays lointains. Le sans-abri, personnage exotique s'il en est pour le lecteur de la presse quotidienne, est considéré comme un individu à sauver. C'est l'urgence qui justifie l'action et l'abri de nuit devient un symbole central. Cette décennie est également marquée par d'autres mouvements en faveur des personnes sans abri. Deux dispositifs, l'adresse de référence et le Minimex de rue,
font l'objet de l'attention médiatique en raison de leur inapplication sur le terrain. Si une disposition légale prévoit explicitement que les personnes sans abri puissent inscrire leur adresse auprès d'une tierce personne, physique ou morale, de nombreux CPAS, particulièrement à Bruxelles, rechignent à appliquer cette disposition. Or, outre le fait de retrouver une existence administrative, cette adresse est en effet ce qui permet aux personnes sans abri de bénéficier du Minimex de rue, ce qui n'est pas sans impact sur les finances des CPAS. Au cœur du débat, on retrouve le mouvement du Château de la Solitude, porté par Alain Sinart, qui devient le porte-parole de la cause en faveur des personnes sans abri. Ce mouvement est constitué d'un groupe de personnes sans abri, qui décident de squatter un ancien château de la région d'Oderghem. Entamant une grève de la faim, Alain Sinart attire les médias sur son combat, aidé en cela par le désaccord qui règne au sein du monde politique sur cette question. C'est un bras de fer qui s'engage entre le ministre de l'époque en charge de la matière et plusieurs présidents de CPAS bruxellois qui refusent l'application de ces dispositions. Ce mouvement est surtout intéressant par les arguments qu'il mobilise. Pour les compagnons du partage, nom que s'est donné le groupe de personnes sans abri entourant Alain Sinart, et pour l'ensemble de leur soutien, ces deux dispositions, adresse de référence et Minimex de rue, sont avant tout une façon pour les personnes sans abri de faire valoir leurs droits en tant que citoyens. Plus largement, disposer du Minimex de rue est un moyen de permettre aux personnes de satisfaire par elles-mêmes à leurs besoins primaires. Pour les détracteurs de ces dispositifs, de telles mesures sont des outils permettant aux personnes sans abri de demeurer en rue. La revendication quant à ces deux dispositifs laisse entrevoir une modification dans la perception du phénomène et interroge plus largement la place des personnes sans abri dans la société. L'entrée dans le XXIe siècle ne modifie que très peu le traitement médiatique du sans-abrisme. Il faut attendre que la première décennie du XXIe siècle soit achevée pour voir apparaître les indices de changement plus profonds. En effet, bien que l'hiver continue à être la période la plus propice pour évoquer le sans-abrisme dans les médias, on commence à repérer une attention plus marquée pour la question du logement ainsi que pour des dispositifs éloignés de la satisfaction des besoins primaires. La perspective de proposer aux personnes sans abri une possibilité de réinsertion suscite un intérêt médiatique. L'arrivée de Housing First en Belgique, en 2013, et les stratégies de communication mises en place autour de ce projet, participent à ce mouvement. Les rudesses de la vie en rue pendant les hivers particulièrement froids et les morts en rue demeurent néanmoins des sujets phares de ce traitement. Plus qu'une simple modification du traitement journalistique, l'on perçoit les premiers indicateurs d'une nouvelle conception de la prise en charge du sans-abrisme. Satisfaire les besoins primaires. La campagne médiatique intervenue tout au long des années 90 a débouché sur l'ouverture de structures d'hébergement d'urgence, d'abord dans la capitale, mais bientôt un peu partout dans le pays. L'ouverture de ces structures sonne comme une victoire pour le mouvement de citoyens et les jeunes scouts ayant porté cette revendication. Les personnes sans abri qui le souhaitent, l'idée d'une aide contrainte n'a pas encore été soulevée, peuvent bénéficier d'un toit pour la nuit. Pourtant, cette idée d'un hébergement pour la nuit est loin d'être nouvelle. En effet, l'histoire de l'errance donne à voir des embryons de ces abris de nuit dès la fin du XIXe siècle. Face aux populations errantes qui envahissent les villes, la charité privée, mais aussi le traitement public, dont on perçoit les premiers balbutiements, prévoit dans un premier temps des pensions uniquement disponibles pour quelques nuits, devant offrir une occasion de repos avant que ces errants ne trouvent d'autres solutions. Une des premières structures de ce type s'implante en 1879 à Namur, ville qui avait accueilli l'un des premiers dépôts de mendicité jusqu'en 1837. À côté de cette première initiative, les autres structures se développent, quant à elles, principalement à Bruxelles et Liège. La plupart de ces centres sont d'origine privée, et bien souvent d'obédience religieuse, de Bakker, 2008. Pourtant, cette solution est rapidement perçue comme insatisfaisante. Alors que ces premières structures se justifiaient par la crise économique obligeant de nombreux paysans à quitter leurs terres, l'on s'aperçoit que le profil des errants accueillis dans ces centres s'est modifié et qu'une aide au plus long cours est nécessaire. Les ancêtres des maisons d'accueil apparaissent au cours des années 1920. L'expansion de ces structures est continuelle pendant tout le XXe siècle,
bien que ralenti par les deux guerres mondiales, pour aboutir, dès 1968, à la naissance d'une fédération qui leur est spécialement dédicacée, l'AMA. Alors que les maisons d'accueil jouent un rôle prépondérant dans le secteur de l'hébergement, il semble que la question des personnes sans abri, des personnes ayant fait de l'espace public leur lieu de vie, ne soit pas de leur ressort. Citée comme ressource potentielle par le législateur de 1993 suite à la fermeture progressive des dépôts de mendicité, la crise qui intervient au milieu des années 90 trouve sa solution dans l'ouverture d'abris de nuit, nouveau dispositif revenant à l'hébergement à la nuit, solution testée et délaissée dès la fin du XIXe siècle. Ce paradoxe est au cœur du traitement public du sans-abrisme qui se met en place. L'objectif de l'autorité publique, conformément à la volonté des citoyens, comme le montre l'opération Thermos, s'inscrit dans une vision humanitaire et a pour objectif de satisfaire les besoins primaires. Les abris de nuit ne sont d'ailleurs qu'une première étape d'un plus vaste mouvement en cours et dont la raison principale est d'héberger, nourrir et réchauffer. La temporalité d'action devient un élément central de ce traitement. La satisfaction de ces besoins primaires doit se faire dans l'ici et maintenant. L'immédiateté guide l'action. Ce sont alors de multiples dispositifs dédiés à l'urgence qui voient le jour. Il s'agit non seulement d'offrir un toit pour la nuit, mais également d'aller à la rencontre de cette population directement sur son lieu de vie. Des équipes mobiles sont créées pour que cette satisfaction des besoins primaires puisse se faire encore plus rapidement. Le filtre humanitaire dans le traitement de cette question se fait d'autant plus ressentir quand des ONG, pourtant originellement dédiées à l'action dans des pays tiers, à l'image de MSF, se dédicacent à la prise en charge médicale de cette population dont l'accès aux services de santé communs serait impossible, ou à tout le moins compromis. Et si le traitement journalistique de la question laisse apparaître un intérêt marqué pendant les mois hivernaux, cette tendance doit se comprendre avec l'organisation de la prise en charge des personnes sans abri. En effet, l'arrivée des plans hivernaux, dont le but avoué est d'empêcher les morts en rue, va orienter la prise en charge des personnes sans abri pour les décennies à venir. Là encore, c'est la satisfaction des besoins primaires qui prime. Cette approche saisonnière, dès ses débuts, est pourtant loin de faire l'unanimité. Elle apparaît, aux yeux de ses détracteurs, comme un obstacle à la mise en place d'une prise en charge cohérente sur toute l'année et entraînant une concentration de moyens sur quelques mois, alors que les besoins demeurent présents quelle que soit la température extérieure. Bien que leur pertinence soit parfois remise en cause, ces plans hivernaux ont pourtant été pérennisés en 2013 par l'autorité wallonne par le biais d'une subvention structurelle. Notons que si l'autorité wallonne s'inscrit dans une volonté de maintien de ces plans, l'autorité fédérale, qui finance également en partie ce type de plan dans les grandes villes belges, semble amorcer un mouvement inverse, remettant en cause ce subventionnement et insistant sur son caractère résiduel. Tandis que la décennie 90 prend fin, un nouvel acteur s'implante à Bruxelles, le SAMU social, suivant le modèle parisien, apparu quelques années plus tôt. Alors que les abris de nuit occupent la capitale belge depuis quelques années, l'ampleur de la demande ne cesse d'augmenter et les structures existantes semblent insuffisantes. Face à une visibilité accrue du phénomène, l'autorité publique souhaite la création d'un nouvel outil permettant un traitement plus généralisé. L'arrivée du SAMU social est loin de se faire sans heurts, notamment en raison d'un manque flagrant de consultation avec les acteurs déjà présents sur le terrain qui voient l'ensemble des moyens dévolus se concentrer au sein de cette nouvelle mégastructure. Les problèmes de légitimité sont tellement nombreux que le SAMU social sera obligé, par son homologue parisien, de modifier son appellation, devenant pour quelques années le CASU, avant de retrouver sa dénomination d'origine. La presse ne manque pas de suivre ces turbulences en y consacrant plusieurs dizaines d'articles. À l'heure actuelle, les relations entre le SAMU social bruxellois et le reste des acteurs du secteur restent particulièrement tendues. En 2017, un nouveau scandale a d'ailleurs fait les gros titres relativement aux émoluments de certains membres du conseil d'administration. Outre les circonstances de sa création, l'implémentation d'un modèle comme le SAMU social consacre le traitement qui s'est mis en place depuis la constitution du sans-abrisme comme un objet de l'action publique, un traitement humanitaire, suivant les aléas de l'urgence et avant tout destiné à satisfaire les besoins primaires des personnes. Sortir de la rue n'apparaît pas comme un objectif en soi,
il s'agit avant tout d'empêcher ces personnes d'y mourir. Le XXIe siècle porte pourtant en son sein les premières fêlures d'un tel modèle. 2. Coordonner et réglementer l'aide aux personnes sans abri. Dépasser le traitement par l'urgence pour viser l'insertion. Tandis que le XXe siècle s'achève, c'est un secteur à part entière qui s'est constitué. Avec des services sociaux spécialement dédicacés à cette population et la mise en place d'un arsenal juridique ad hoc, la lutte contre le sans-abrisme est en cours d'institutionnalisation. Compétence qui relève désormais de l'autorité régionale, suite à la 3e réforme de l'État, le gouvernement bruxellois semble avoir pris une direction orientée principalement vers l'urgence par la création du SAMU social et ce, malgré un accueil plus que mitigé de la part du secteur. En région wallonne, c'est un tout autre choix qui va s'établir. Un traitement régional différencié se met en place, ce qui ne sera pas sans conséquences, comme le montrent les difficultés que rencontre actuellement l'autorité publique et le secteur à développer une approche cohérente et concertée de la question. Quelle que soit la direction empruntée par l'autorité régionale, on note surtout l'importance prise par ce sujet en moins de 10 ans. Presque totalement absente des débats politiques au début des années 90, la lutte contre le sans-abrisme et l'exclusion du logement devient un véritable enjeu. En région wallonne, en moins de 2 ans, ce sont 2 décrets fondamentaux qui sont votés, tous 2 portés par le ministre de l'Action sociale de l'époque. Fondation des relais sociaux wallons. D'abord séduite par le modèle du SAMU social bruxellois, l'autorité wallonne souhaite reproduire un dispositif similaire dans les grandes villes wallonnes. Des tables rondes sont organisées pour évoquer la question avec les opérateurs du secteur dans une volonté de concertation. Comme à Bruxelles, les réactions du terrain sont plutôt négatives, sans compter que des opérateurs bruxellois, n'ayant pu s'exprimer lors de l'arrivée du SAMU social sur leur territoire, se joignent au débat pour exprimer leur mécontentement. Si à Bruxelles, ces réactions n'avaient pas donné lieu à un changement de direction dans le chef des autorités publiques, le ministre wallon qui porte cette initiative est plus sensible aux arguments avancés. Il s'adjoindra d'ailleurs les services de l'un des opérateurs bruxellois mécontents, pour en faire son principal conseiller. De nouvelles concertations sont organisées à Charleroi et Liège, les 2 plus grandes villes wallonnes qui sont aussi choisies comme les terrains sur lesquels cette nouvelle structure, dont on ne connaît pas encore la forme, s'implantera. Ces discussions entre le cabinet du ministre et les acteurs du secteur déjà présents sur ces territoires donnent naissance à un dispositif institutionnel construit sur le partenariat, le relais social. Plutôt qu'ajouter un nouvel opérateur, le ministre entend rationaliser les initiatives existantes. L'objectif de ces relais sociaux est d'assurer un dialogue entre les 2 pans de l'action sociale qui se sont jusqu'alors impliqués sans concertation dans le traitement du phénomène, rassemblant autour d'une même table les services publics et associatifs. En effet, si la loi organique des CPAS de 1965 n'avait que très peu considéré la prise en charge des personnes sans abri dans la mission des CPAS sur le terrain, ces derniers jouent un rôle fondamental, d'une part en organisant des services, notamment des abris de nuit, mais surtout en délivrant le revenu d'insertion sociale, anciennement dénommé MIMEX, et l'adresse de référence. À la fin des années 2000, plusieurs CPAS choisiront d'ouvrir une cellule spéciale pour la prise en charge de cette population, désormais éloignée des antennes sociales classiques. Plus largement, les villes restent des acteurs importants en cette matière, notamment dans l'édification des règlements régissant l'utilisation de l'espace public. De leur côté, de nombreuses associations sont particulièrement actives sur la question. Le mouvement citoyen qui s'est mis en route au début des années 90 a permis une implication importante des ASBL dans le domaine. Le 17 juin 2003, les parlementaires wallons votent le décret relatif à l'insertion sociale qui institue les relais sociaux. Ces derniers ont déjà vu le jour à Charleroi en 2001 et à Liège en 2003. En 2017, on dénombre 7 relais sociaux en région wallonne. Les relais sociaux sont à considérer comme des structures de seconde ligne, n'intervenant pas directement auprès du public, en charge de la coordination de services déployant des actions auprès des personnes en situation de précarité sociale aiguë. La définition du public cible de ce dispositif sera un des points épineux du débat entre les parlementaires.
L'objectif de ces dispositifs est de favoriser le partenariat entre acteurs privés et publics, et ainsi d'endiguer l'évolution parallèle de ces deux sous-secteurs. Implanter ces dispositifs dans les plus grandes villes wallonnes s'inscrit dans une volonté d'adapter l'approche de cette question aux réalités territoriales locales. Une telle approche aura toutefois pour effet pervers de s'accompagner d'une volonté de ces réseaux locaux, nouvellement constitués, de s'occuper des pauvres locaux. La crainte du fameux appel d'air à l'ouverture d'une nouvelle structure ou l'extension du nombre de places en abri de nuit, par exemple, sera l'une des composantes principales des débats. Cette crainte fait écho à des arguments déjà employés au Moyen Âge dans le traitement de cette question, où l'attachement au territoire est une des conditions pour bénéficier d'une prise en charge. Outre d'assurer la collaboration entre partenaires locaux, les relais sociaux doivent assurer un diagnostic des besoins et répartir les subventions publiques entre les partenaires. Par ce fait, l'autorité régionale place la responsabilité de l'usage des deniers publics dans les mains d'un acteur local. Ce rôle financier est prépondérant dans la mise en réseau des partenaires, leur participation au réseau étant essentielle pour obtenir les subventions demandées. La réaction des CPAS face à l'arrivée de ce nouvel acteur est relativement négative. Un courrier de la Fédération des CPAS envoyé au ministre est particulièrement éclairant sur ce positionnement contraire. Plusieurs commissaires chargés de voter ce décret sont également interpellés, comme le montrent ces extraits des travaux en commission parlementaire de l'action sociale. Il y a un risque de confusion entre les missions générales des CPAS, reprises dans les articles 1 et 57 de la loi organique, et l'article 4 du décret relatif aux relais sociaux reprenant ces 5 missions. Comment le CPAS va continuer à jouer son rôle de leadership dans l'action sociale ? S'il devient un acteur comme les autres, son rôle sera détricoté. Pour apaiser les tensions, une concession est faite par le ministre qui accepte de réviser la composition des instances de décision des relais sociaux donnant la majorité des voix au service public. Alors qu'initialement, le traitement du sans-abrisme s'est surtout organisé depuis la société civile, l'autorité publique entend ici ne pas céder la main sur cette question. Le rôle des associations est reconnu comme voulu par le ministre, mais il ne peut outrepasser le champ d'action des services publics. En 1993, le législateur avait identifié le logement comme cause, mais aussi solution au phénomène du sans-abrisme. 10 ans plus tard, les raisons explicatives au phénomène semblent moins évidentes. Les problématiques rencontrées par les personnes sans abri sont perçues comme multidimensionnelles. Plus généralement, la perception des causes de l'errance passe d'un niveau structurel à un niveau individuel. L'exposé du ministre évoque ainsi un cumul de difficultés, un manque de reconnaissance sociale qui restreignent leur champ relationnel et entraînent un sentiment de désarroi, voire d'inutilité sociale profonde. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.